toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire de cette émission, on commence avec un focus qui va vous faire voyager puisque le mois de juin débute. Vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances. Alors, on vous propose de découvrir Bruno Maltor, des sommets enneigés aux ruelles ensoleillées. À travers ses vidéos, il nous embarque aux quatre coins du globe pour partager ses coups de cœur, ses bons plans et surtout sa vision d'un tourisme plus humain. Son portrait est à découvrir dans un instant. Quant à notre talk, nous recevons aujourd'hui Séverine Martranchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne au CNRS et vous êtes également, Séverine, présidente du comité scientifique du concours C'est Génial, un concours scientifique à destination des collégiens et lycéens dont la 19e édition s'est clôturée le 28 mai. Ça sera l'occasion pour nous de parler de la promotion des sciences, mais aussi de mixité. Ça sera dans un instant, mais d'abord place au focus. Il est l'un des créateurs contenu voyage les plus suivis de la francophonie. Depuis plus de 10 ans, Bruno Maltor sillonne le monde pour partager ses découvertes et conseils de destination en destination. Il nous invite par ses vidéos immersives à voir le monde autrement. Son portrait est à découvrir tout de suite et c'est le travail de Dylan Colère. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on vous propose un tour du monde sans même quitter votre fauteuil, en compagnie de Bruno Maltor. Créateur de la chaîne YouTube du même nom, cet Auvergnat d'origine a su transformer sa passion pour le voyage en une aventure numérique suivie par plus de 477 000 personnes. Bruno Maltor commence son parcours en 2012 en lançant son blog Votre Tour du Monde, une invitation à partir aux quatre coins du globe. Sur sa chaîne YouTube, il propose des vidéos immersives de l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe. Il partage ses expériences, ses coups de cœur et ses conseils pratiques pour voyager autrement. Un seul objectif, rendre le voyage accessible à tous et encourager la découverte de nouvelles cultures. Il met également en lumière les richesses de nos régions françaises, que ce soit en explorant les volcans d'Auvergne, en sillonnant le Berry ou en découvrant les trésors cachés de l'Oise. Il valorise le patrimoine local et incite à redécouvrir la France. Est-ce que vous vous rappelez de la diagonale du vide? Un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias, sur les réseaux ou même à l'époque en cours de géographie. Une ligne imaginaire qui traverse la France et où il ne se passerait apparemment rien. Loin des grandes attractions touristiques, des axes de commerce et des sites fréquentés. Le vide quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour le savoir, je suis parti dans le Berry, au centre de la France et en plein milieu de cette diagonale. Et le centre de la France, il est là, sur le monument que vous voyez derrière moi. Oui, je vous emmène en plein cœur de notre beau pays. Bienvenue dans la diagonale du vide, bienvenue dans le Berry. Ce qui le distingue avant tout, c'est son authenticité, son engagement pour un tourisme responsable et sa volonté de partager des expériences sincères. Voyageur connecté et curieux, Bruno Maltor nous invite à élargir nos horizons et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Alors, si après tout ça, vous n'avez toujours pas envie de voyager, n'hésitez pas à suivre ses aventures directement sur sa chaîne YouTube, une source d'inspiration inépuisable pour toutes vos prochaines destinations. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Allez, sur un tout autre sujet, après plusieurs mois de travail acharné, des centaines de collégiens et lycéens ont pu présenter leurs projets scientifiques innovants devant un jury à la faculté de sciences d'Orsay-Paris-Saclay à l'occasion du concours C'est Génial de la fondation éponyme. Au programme, produire de l'eau potable avec de l'énergie solaire ou encore optimiser la gestion des ressources critiques en situation de crise grâce à l'intelligence artificielle ou bien même observer la radioactivité naturelle comme celle d'une banane avec une chambre à brouillard DIY. Des projets, comme vous le voyez, extrêmement originaux, portés par des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont peut-être le futur de la science. On en parle tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séverine Martranchard. Vous êtes donc physicienne au CNRS et présidente du comité scientifique du concours C'est Génial. Merci beaucoup déjà d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, on a déjà reçu la Fondation C'est Génial sur le plateau de l'École du Futur, donc je vais vous épargner de représenter à nouveau les missions principales de cette fondation qui, globalement, sont la promotion de la science, et des sciences même plutôt, et du numérique auprès des jeunes. En revanche, puisque vous êtes
la présidente du concours, du comité scientifique du concours C'est Génial. Et je vous laisse nous expliquer ce que c'est ce concours. Voilà. Je voudrais juste ajouter une petite précision. Donc, ce concours, en fait, il est porté par 2 membres, la Fondation C'est Génial, mais aussi le dispositif ministériel Sciences à l'école. Et je pense que c'est une de ses grandes richesses, c'est-à-dire d'avoir un pied dans l'industrie avec C'est Génial et un pied dans l'éducation nationale avec Sciences à l'école. Donc, vous vouliez que je une vous parle un petit présentation peu du concours, exactement. Voilà, donc dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Donc l'idée, c'est que ce concours, il s'adresse aux collégiens et aux collégiennes, aux lycéens et aux lycéennes, qui vont s'emparer d'un sujet de science et qui vont se mettre dans la peau de chercheurs et de chercheuses. C'est-à-dire, ce ne sont pas des TP, c'est réellement, on se trouve une problématique. Et vous avez donné des tas d'exemples, donc ça peut être des choses extrêmement techniques, mais ça peut être aussi des choses très proches de leur quotidien, de leur environnement. Et pendant 1 an, parfois 2, parce qu'ils se présentent parfois plusieurs fois, eh bien, ils vont essayer de répondre à cette problématique en équipe, qui sont la plupart du temps mixtes, pour rejoindre le sujet dont vous parliez. Et ils vont progresser, ils vont se poser des questions, ils vont faire des hypothèses, ils vont mettre en place cette démarche scientifique. Ils vont avoir des échecs, ils vont avoir des réussites. Ils vont être encadrés par leurs enseignants et leurs enseignantes et ils vont aussi nouer des partenariats avec des chercheurs et des chercheuses, des industriels, des ingénieurs. Tout ça pour, au bout du compte, arriver à une réponse à leurs problématiques à travers un ensemble de sujets, par exemple, comme vous avez donné. Donc finalement, un assez grand projet qui les accompagne tout au long de l'année scolaire. Le concours, il a été créé donc en 2007, si je ne fais pas d'erreur. Il a commencé en 2007, donc la première finale était en 2008. En 2008. Et donc, pourquoi ce concours a été créé à l'origine? Quel en était l'objectif? Je pense que c'est un constat qu'on fait depuis un moment, et peut-être même que ça s'aggrave un tout petit peu, c'est que on a besoin de créer chez ces jeunes gens une appétence pour les sciences, un désir de science, pour utiliser une locution qui est jolie. Et donc, je pense qu'à la fois les industriels et à la fois les académiques et l'enseignement avaient vraiment envie de promouvoir les sciences d'une façon un petit peu différente du cours scolaire, en fait. Donc, le dispositif Sciences à l'école, il a été fondé par un inspecteur général et un académicien. La Fondation C'est Génial recueille des moyens de tout un tas de grands groupes industriels, donc que je ne vais peut-être pas citer pour faire de la publicité. Voilà. Et en fait, ces deux se sont réunis autour de cette idée qu'il faut proposer à ces jeunes gens de faire de la science autrement, peut-être pour leur donner envie, comme vous disiez tout à l'heure, de continuer, en fait. Dans ce domaine. En moyenne, combien d'élèves sont concernés chaque année par ce concours? Alors, j'ai révisé pourtant. Donc, on a en gros à peu près 100 000, un peu plus de 120 000 élèves qui ont participé en à peu près 19-20 ans. Donc voilà, si on fait une petite règle de 3... Une petite division. Je vous la laisse, la division, parce que moi, je suis très nulle en maths. On va y arriver. Ça fait 6 000 élèves par an à peu près. Voilà, donc c'est plutôt assez conséquent. Si je ne me trompe pas. Cette année, vous avez sélectionné 50 équipes finalistes sur plus de 300. Le niveau, est-ce qu'il évolue d'une année sur l'autre? Je pense que c'est difficile de parler de niveau. Peut-être que l'exigence augmente de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure qu'un concours évolue, est connu, les élèves se challengent de plus en plus. Mais voilà, je pense que dès le départ, il y avait quand même de la part des enseignants qui encadrent une exigence de qualité. Quelles sont les grandes étapes? Donc, vous nous avez un petit peu expliqué le but global du concours, mais quelles vont être les grandes étapes une fois qu'on s'est inscrit? D'accord. Donc, il y a deux concours, le concours collège et le concours lycée, qui vont se retrouver, qui se sont retrouvés, je dis. Mais donc, le concours collège, en fait, il est piloté au niveau des académies de l'éducation nationale. Donc, les élèves préparent leur projet. Et en fait, il y a une sélection en présentiel qui est faite. Donc, ils présentent leur projet 10 minutes devant un jury composé de professeurs, de chercheurs, d'ingénieurs. Et un seul est sélectionné par académie. Donc là, ce sont nos 29 finalistes qui viennent d'académies de métropole, mais aussi d'outre-mer. Voilà. Et au niveau lycée, c'est un petit peu différent. En fait, ils montent un dossier projet. Donc cette année, on en a eu un peu plus de 80. Et le jury, donc, que je préside, en choisit 20. Voilà. Bon. Donc, il reçoit un petit financement au départ pour ceux qui le demandent. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des rendez-vous peut-être dans l'année réguliers pour faire part de l'avancée de leur projet, ou est-ce qu'on découvre tout à la fin? Alors, au niveau du lycée, en fait, pour demander un financement, au départ, ils doivent nous soumettre un projet. Donc,
on peut leur faire un retour en leur disant il faudrait peut-être améliorer telle ou telle partie. Et puis au niveau du collège, dans la mesure où ils ont cette finale académique à préparer, ça crée forcément des échéances. Alors, quel type de projet peut-on présenter? On l'a dit, c'est assez varié. C'est finalement. extrêmement varié. C'est-à-dire que l'idée, c'est extrêmement multidisciplinaire. Donc, c'est toutes les sciences, ça va être de la biologie, de la chimie, ça peut être des choses très fondamentales. Il y a des projets de physique extrêmement fondamentaux sur des questions ouvertes, en fait, très fondamentales. Et puis, il va y avoir des projets beaucoup plus en lien avec l'environnement des élèves. Donc, voilà, tout est ouvert. C'est des projets expérimentaux, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves doivent avoir quelque chose à montrer au niveau des stands, mais ça peut être... des choses très techniques avec, vous parliez de l'IA cette année, ça peut être utiliser toutes les différentes techniques, la mécanique, l'électronique, l'ingénierie. Il y a aussi des réalisations en biologie, il y a beaucoup d'observations aussi. Je me souviens l'année dernière, un des prix qui avait été sélectionné pour la finale internationale, la E6, travaillait sur les taphonies. Donc je ne connaissais pas ce mot. Les taphonies, ce sont les trous dans les roches en Corse. Et donc ils ont fait aussi beaucoup d'observations de terrain. Donc c'est extrêmement vaste. Oui, c'est très vaste. J'imagine que ça ne doit pas être facile de départager tous ces projets. C'est compliqué dans la mesure, effectivement, où on doit comparer des choses qui sont moins comparables, par exemple, que les Olympiades de physique, où on compare que de la physique, mais on a quand même des critères qui vont rassembler tout ça. On a des grilles. Il va déjà y avoir peut-être l'originalité, l'impact sociétal, l'ancrage. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est est-ce qu'il y a une réelle démarche scientifique? Est-ce que les élèves se sont emparés d'hypothèses et parfois, il y a des projets qui gagnent qui finalement semblent plus simples, mais qui ont vraiment impliqué une énorme réflexion des élèves. Et on tient aussi compte du fait que ces élèves sont allés chercher des partenariats, parce que c'est un des buts du concours, c'est aussi de leur faire découvrir les métiers, c'est-à-dire leur mettre un premier pied en lien avec le monde professionnel grâce à ces rencontres avec des professionnels. En fait. Alors, est-ce que cette année, vous avez vu des projets qui vous ont peut-être particulièrement frappé, que vous attendiez de découvrir avec impatience? Oui, vous avez donné pas mal d'exemples, mais je vais par exemple citer le projet en Guadeloupe où ils cherchent une alternative à la dépollution. Donc c'est vraiment un projet qui est très ancré. Et puis peut-être à l'autre bout du spectre, on a des projets de physique où on essaie de comprendre ils et elles, le rebond d'un objet en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, donc des questions extrêmement fondamentales. On a eu aussi des questions très appliquées, par exemple des projets pour aider des personnes malentendantes ou malvoyantes, donc vraiment ces élèves qui s'engagent dans des projets sociétaux. Voilà, il y en a énormément en fait, beaucoup de projets de qualité et surtout souvent très originaux. Quand on voit ces projets, en fait, on comprend que finalement les sciences sont partout. Est-ce qu'on sous-estime peut-être encore leur importance et l'éventail des métiers auxquels elles permettent d'accéder? Clairement. Et je pense que c'est aussi une des raisons de la désaffection un tout petit peu des élèves pour les filières scientifiques dans le supérieur, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ingénieur ou une ingénieure. Donc, ils ont des images un tout petit peu, extrêmement stéréotypées. Donc, voilà, l'idée de faire découvrir ce qu'est la science. Et donc, le concours, c'est vraiment ces deux volets. Ils vont rencontrer des professionnels dans leur parcours, dans le jury aussi, qui comprend de nombreuses personnes de différents horizons. Il y a bien évidemment des enseignants, mais plus de la moitié ne sont pas des gens de l'éducation nationale. Et donc, c'est un des volets. Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire? Et l'autre volet, mais qu'est-ce que c'est vraiment la science? L'enseignement a pas mal évolué sur ce sujet-là. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, quand on fait la discipline que je connais bien, qui est la physique, on apprend des équations, mais toujours reliées à des choses extrêmement concrètes, proches de la vie. Donc, les professeurs font ça. Mais ça reste des cas d'école, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors que là, ils vont vraiment s'emparer du projet scientifique. C'est eux qui vont être acteurs. Et leurs questions, ça va prendre leur tête, en fait. Ils vont vraiment vouloir réussir à répondre à cette question. Oui, ils vont être animés. Et ils vont avoir une image de la science qui est beaucoup plus proche de ce qu'elle est vraiment. C'est vivant, la science. C'est pas poussiéreux dans des manuels. Et c'est indispensable. On pourrait en parler longtemps, mais voilà, on a des défis colossaux dans le monde qui nous entoure. Et la science ne peut pas tout, mais elle est une partie de la solution, bien sûr. Bon, c'est sur cette très belle phrase qu'on va partir en pause et ça se fait du côté de la planète Tech.
Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection quasi scientifique de Dylan Kohler. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora ¿Cuándo es? Oiga. De mí pa' ti, de ti pa' mí. Good right there? You wanna give it you wanna start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Go around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée, bien évidemment, Séverine Martranchard, physicienne au CNRS et présidente du comité scientifique du concours C'est génial. On va continuer à parler ensemble de science et surtout de mixité dans ce domaine. C'est tout de suite dans le talk. Alors Séverine, avant de partir en pause, on a bien évoqué ensemble ce concours, la manière dont il fonctionnait, le fait que ça soit des projets très concrets qui permettent aux élèves de s'impliquer dans les sciences. Et on en arrive un petit peu, j'ai envie de dire, au cœur de cette émission, c'est-à-dire la question de la mixité. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette 19e édition du concours, vous avez une participation quasi paritaire et même un petit peu plus de filles, puisque vous avez 51 lycéennes et 49 lycéens. C'est la première année où vous avez ce type de Donc filles. voilà, on a 51% de filles. Bon, on ne va pas jouer sur les mots, on est à parité. Et c'est une très belle évolution, puisque j'ai regardé un peu les chiffres pour préparer notre rencontre. Et en 2008, on avait un tiers de filles seulement. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. C'est une très belle évolution. Pour des tas de raisons. D'abord parce que on doit promouvoir la place des femmes en sciences. Elles y ont toute leur place. Il n'y a aucune raison qu'elles n'y soient pas. Et je pense qu'un des atouts du concours, justement, c'est ce travail d'équipe, en fait. Je pense qu'il est très attrayant pour les jeunes filles et les jeunes garçons aussi. Et donc, voilà, on a réussi je ne vais pas dire cet exploit, mais voilà, on est très contents. En fait, voilà, on peut se lancer des fleurs d'avoir ces équipes mixtes et justement ce travail d'équipe avec chacun ses aspirations, ses spécificités, ses domaines. C'est quelque chose de vraiment très très chouette et qui est l'ADN en fait de ce concours.
Et justement, dans cette question de la parité, vous l'avez dit, hein, le rôle des équipes, ça joue forcément puisque ça motive les troupes. Mais j'imagine que les enseignants, ils sont aussi un rôle prépondérant dans cette question de parité. Oui, bien sûr, les enseignants sont extrêmement sensibilisés à ça et il y a de plus en plus de formation justement pour eux, pour essayer de prendre en compte cette parité. C'est amusant parce que donc, fin mai, il y a une note de l'ADEP. Donc l'ADEP, c'est une direction du ministère de l'Éducation nationale qui fait des statistiques. Et donc ça tombe bien. Et ils ont interviewé avec une équipe de chercheurs en sociologie de Marseille plus de 5000 lycéennes et lycéens de seconde, et plus des 2/3 ont encore des stéréotypes de genre. Plus des 2/3 des élèves pensent que les femmes, les jeunes filles, vont mieux réussir dans les matières littéraires et les jeunes garçons dans les matières scientifiques, avec des conséquences qui sont assez désastreuses. C'est-à-dire les garçons se trouvent renforcés, et donc probablement c'est un cercle vertueux pour eux, et les filles se sentent dévalorisées, c'est un cercle vicieux. Donc le concours, justement, en montrant par A plus B de façon scientifique que les filles peuvent aussi bien réussir en sciences que les garçons, apporte sa pierre en fait à l'édifice de la parité. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire, hein, c'est que finalement de participer à ce concours, c'est aussi une occasion de renforcer sa confiance en soi, hein, de voir qu'on peut mener un projet à bien, qu'on soit une fille ou un garçon. Et ça, j'imagine que peut-être ça leur permet aussi de reconsidérer leur parcours à la lumière de ce concours à ces jeunes filles, qu'elles le fassent au collège ou même au lycée. Ça leur permet peut-être de choisir après des spécialités scientifiques. Oui, je pense effectivement que le fait d'avoir lutté contre ces images qui sont très stéréotypées d'une science masculine, d'une part, et d'autre part, le fait que probablement ça ne va pas les intéresser, alors que si, oui, ça contribue bien sûr. Et du coup, on en parlait en première partie d'émission, durant le concours, les élèves collaborent avec des chercheurs, des entreprises. Est-ce que vous voyez des élèves qui, justement, grâce à ce concours, à l'issue peut-être, se découvrent une vocation scientifique ? Oui, je pense petit à petit. Enfin, la participation au départ, moi, je ne sais pas comment ça se fait dans les établissements. Il y a déjà au départ certains élèves qui sont déjà intéressés et qui vont s'engager, mais peut-être qu'ils ont entraîné avec eux d'autres pour constituer un groupe et qui finalement vont découvrir que la science est belle, que la science est passionnante, qu'elle est inclusive aussi. Et au moment des présentations, donc quand on en arrive à la finale, je crois qu'il faut qu'ils présentent leur projet de manière orale. Est-ce que ici, vous voyez potentiellement un déséquilibre entre les jeunes filles et les jeunes garçons ? Non, parce que justement, on demande que les équipes soient mixtes. On ne l'impose pas parce qu'il faut toujours tenir compte des cas particuliers. Et donc, en général, dans les présentations, on a à la fois des filles et des garçons. Et comme en général, ils ont énormément préparé leur présentation, les prises de parole s'équilibrent en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'était surtout dans la question de la prise de parole, savoir si les jeunes filles osent quand même... Oui, je pense petit à petit. Et justement, comme c'est un environnement qui est très bienveillant, comme elles sont passionnées tout autant que les garçons, ça se passe très bien en fait. Bon, c'est l'occasion aussi de parler de votre expérience en tant que physicienne au CNRS. Est-ce que vous, de votre côté, votre genre a été un sujet à la fois durant votre parcours d'études et aussi une fois arrivé dans le monde professionnel ? Alors, personnellement, j'ai eu la chance de travailler dans un milieu qui a été assez inclusif. Moi, je suis physico-chimiste, donc à l'interface entre les deux. Par contre, le sujet de la parité, il est sur la table, il existe vraiment. Donc moi, je travaille à CNRS Physique. C'est l'un des instituts, on peut dire des départements en fait du CNRS. Et c'est un problème, entre guillemets, qui nous tient énormément à cœur, dans la mesure où, dans les laboratoires de l'Institut de physique, il n'y a que 20% de chercheuses. Donc, on essaye de tout faire pour améliorer ce pourcentage. Déjà, en proposant aux femmes d'avoir des carrières similaires à celles des hommes, en tenant compte, par exemple, du fait qu'on a le droit de partir en congé maternité. Voilà. Et puis, en fait, on se rend compte que si on veut avoir des chercheuses, il faut qu'il y ait des lycéennes qui s'engagent vers les sciences. Donc, nous aussi, on essaye de porter des projets envers ces élèves pour les inciter à continuer et venir, par exemple, dans nos laboratoires plus tard ou devenir ingénieurs. Et quels sont ces projets que vous portez au CNRS ? Je peux vous en parler d'un en particulier parce que je m'en occupe et il me tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle Physicienne, pourquoi pas moi ? Donc l'idée, on l'a fait en Île-de-France cette année, on va l'étendre à tout le territoire l'année prochaine. C'est qu'on propose... Alors, je sais que le mot rôle modèle est un peu connoté et il faut faire attention. Rôle modèle, on se dit, c'est les femmes extraordinaires, puissantes, etc. C'est pas ça.
c'est leur montrer à ces jeunes filles, et aux jeunes garçons aussi, qu'il y a tout un tas de profils variés dans les laboratoires. Et souvent, c'est assez amusant parce que quand on parle avec les jeunes, on leur dit « donnez-moi un physicien ». Einstein. Et Einstein, d'ailleurs, il n'aimait pas du tout cette photo. C'est le monsieur hirsute qui tire la langue. C'est très difficile de s'identifier à ça quand on est une jeune fille au lycée. Et quand on leur demande une femme, à part Marie Curie, elles n'en connaissent pas. Et Marie Curie, c'est pareil, c'est cette femme un peu austère, en blouse grise. Voilà. Et en fait, il n'y a pas ça dans les laboratoires, ou presque pas. Et donc, du coup, on propose à ses collègues d'aller à la rencontre de ces élèves. Et ça dépasse le simple stade du speed meeting, qui est fait de façon assez régulière. C'est que les élèves doivent réaliser le portrait de la physicienne. Et donc, des portraits qui ont été faits sous forme de vidéos, de podcasts, d'affiches, de BD, de dessins animés. Et il y a un véritable engagement. Et cette rencontre, en fait, fait qu'ils se rendent compte, voilà, dans le laboratoire, il y a des gens très différents. Et il y a des gens qui aiment la science, il y a des gens qui aiment la science et le tennis, il y a des gens qui aiment la science et la musique, etc. Et je pense que pour les jeunes filles et les jeunes garçons, ça aide à se projeter en se disant, bah oui, pourquoi pas moi, tout simplement. Et vous avez d'autres projets peut-être qui sont portés également au CNRS qui mériteraient d'être évoqués aujourd'hui? Il y a beaucoup de projets au CNRS de médiation scientifique, justement pour faire connaître la science. La plupart des instituts du CNRS s'emparent des problèmes de parité aussi. Il y a des livres qui ont été édités, par exemple Les décodeuses numériques, qui est un livre qui montre les femmes. Nous, à CNRS Physique, on a une BD qui s'appelle Ébullition et qui aussi montre justement le parcours d'hommes et de femmes dans les laboratoires. Donc il y a vraiment cette idée de montrer que on peut être heureux tout simplement en étant scientifique, à la fois parce que c'est un métier génial et aussi parce qu'on apporte sa pierre à l'édifice, on est utile à la société, que ce soit en amont ou de façon plus appliquée. Bon, alors pour une jeune fille qui nous regarderait aujourd'hui et qui hésiterait encore à se lancer dans les sciences, quel serait votre meilleur conseil? Allez-y. Non, déjà, le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui, c'est faites ce qui vous plaît et faites-le à fond. Voilà. Donc ça, c'est très général. Après, il ne faut pas avoir peur de la science. Et on peut vraiment trouver des tas de choses qui peuvent plaire quand on est une femme, mais aussi quand on est un garçon. Le fait de se poser des questions, donc tout l'aspect intellectuel, chercher, trouver, faire des hypothèses. Le fait de mettre en place des dispositifs qui vont être utiles à la société, on le voit bien dans le concours, c'est génial, c'est cet intérêt vers le handicap, vers la dépollution, vers l'environnement. Le fait qu'on va travailler dans une équipe, donc on ne sera pas seul et que chacun a ses compétences et ses spécificités. Voilà, plein de belles choses. Et surtout, il n'y a rien, strictement rien, dans un cerveau féminin qui fait qu'on ne peut pas être performant en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Il faut vraiment se sortir ça de l'idée. Et on vit dans des stéréotypes, on baigne dans des stéréotypes et il faut arriver à sortir de ça, en fait. Bon, on espère que la prochaine génération sera celle qui cassera définitivement les codes. Merci beaucoup Séverine Martranchard d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc physicienne au CNRS et présidente du comité scientifique du concours C'est Génial, dont on pourra découvrir les résultats en ligne si ça vous intéresse. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Merci à Lola Ekenauer pour la mise en beauté. Et surtout, merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.